Je propose que nous ouvrions cette séance du conseil municipal. Je me tourne vers Madame Bernard nous rejoint ou pas? D'accord, ok. On peut commencer? J'ai quelques procurations. Ah ben il est. Et donc on l'attend. Voilà. Je m'inquiétais de votre présence ou de votre absence. Pardon. Ah mais c'est pas la question du quorum, c'est le respect de l'individu. Bonsoir. Installez-vous. Bonsoir Bernard. J'en viens donc aux procurations dont je dois vous donner connaissance. René Chevalier qui donne procuration à Éric Laurent. Véronique Bertin, il faudra mettre à jour les amis parce que sinon elle me rappelle à l'ordre. Donc je vous rappelle à l'ordre. Véronique qui donne pouvoir à Jacques Léger. Philippe Nivelle qui donne pouvoir à Stéphane Payet-Germanoz. Floriane Capellaro qui donne pouvoir à Mireille Baird. Inès Souissy à Noir Kismoun. Et Isabelle Artusi à Florence Carpetta. Est-ce que sur le PV de notre séance du 29 mars 2018, il y a des remarques que vous souhaitez formuler avant que je ne le mette aux voix? Et je vois qu'il n'y a pas de remarques particulières. Je le mets donc aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Et il est donc adopté. Je vous en remercie. Sur les décisions dont j'ai à vous donner connaissance, une première qui date du 29 mars concernant un contrat de prestation pour l'enlèvement et la mise en fourrière de véhicules. Et c'est un contrat que nous avons avec le garage Peugeot Bernard situé à Moutier. Une décision relative au marché de désamiantage dans le cadre des travaux de réhabilitation de la salle des fêtes avec l'entreprise Amiantec pour un montant de 17 780 € hors taxe. Et une convention temporaire du centre d'hébergement dans le cadre du festival de street art pour une mise à disposition au bénéfice de l'association Éternel Crapule pour la période du 27 au 30 avril 2018. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces informations? Bernard? J'ai pas entendu le montant concernant la fourrière. Vous l'avez donné ou pas? Je suis pas sûr. Alors, en fait, oui, je ne vous l'ai pas donné parce que ce n'est pas un global, donc il est décomposé dans l'arrêté. Je vous donne les éléments. Il y a 3 montants en réalité. Un montant pour les véhicules, voitures particulières, qui est de 116,56 €. Un montant qu'on appelle autres véhicules immatriculés, 45,70 €. Un quad, par exemple. Et un montant pour cyclomoteur, motocyclette, 45,70 €. Donc, si on ne trouve pas bien où est la frontière entre ce que j'appelle quad et le reste, le montant est le même, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà. En tous les cas, la délibération est précisée, enfin l'arrêté est précisé comme ça. D'autres remarques sur ces décisions? Du coup, vous pouvez nous donner une information sur le nombre justement de mise en fourrière De mémoire, c'est 76 en 2017, mais je vous le dis de mémoire. En tous les cas, c'est de l'ordre de 70. Voilà. Je ne peux pas assurer de manière certaine le 76, mais c'est de l'ordre de 70. Ce qui est bien, mais qui est globalement assez peu au regard des infractions encore constatées. Mais quand on voit ça, c'est de toute façon 76 de plus que par le passé, puisqu'il n'y avait pas de fourrière. Et c'est un service qui trouve son économie de fonctionnement, puisque le véhicule enlevé, le propriétaire du véhicule enlevé, se voit appliquer non seulement le remboursement des frais qu'on vient d'évoquer, mais les frais qui sont liés à un enlèvement de véhicule. Voilà. D'autres questions sur ces décisions? Pas spécialement, on rentre dans les rapports. Le secrétaire de séance. Bernard, vous ne m'avez pas rappelé à l'ordre. Oui, Bernard et Frédéric Quéru qui occupait de m'envoyer un SMS pour me dire qu'il voulait le faire, donc c'est parfait. Jackie. Bien. J'en profite d'ailleurs, j'ai manqué à mon devoir parce que en réalité il a rejoint les rangs
en étant sous les cocotiers, donc c'est toujours plus difficile. Mais j'ai manqué à mon devoir d'accueillir, comme il se doit, Michel Mermin dans notre assemblée. Merci d'être avec nous. Michel, en réalité, il était donc en vacances avant de nous rejoindre. Et quand il est arrivé, nous n'avions pas... Il est arrivé juste après notre précédent conseil municipal, ce qui veut dire qu'il a pris part à certains de nos travaux déjà... sans être passé par la case conseil municipal, et que vous avez pu le voir ou le rencontrer à l'occasion de certains événements qui ont été organisés, puisqu'il a pris pleinement la mesure de son statut d'élu. Donc merci Michel. On en arrive à nos rapports. Le premier concerne donc l'acquisition et le fonctionnement d'un véhicule en service commun. Donc c'est un achat en commun et un fonctionnement en commun pour un véhicule de type Ampli-Roll. Alors je suis sûr que tout le monde autour de la table sait ce que c'est. Ce sont ces véhicules avec un bras qui permettent de fixer une benne sur l'arrière du camion, voilà, la camionnette. Donc on a fait le choix d'acheter ce véhicule dans le cadre d'un service en commun, et avec la répartition suivante, avec les services suivants, donc la communauté de communes Cœur de Tarentaise, notamment pour le service déchets, je le dis au passage, ce qui nous permet désormais de faire du tri sur le marché, ce qui est quand même une véritable avancée dans nos sociétés modernes, le syndicat des eaux de Moyenne Tarentaise et la commune de Moutier. Le véhicule a été acheté par la communauté de communes, qui est donc titulaire de la carte grise. La commune de Moutier participe à l'investissement pour 47,5% du montant hors taxe du véhicule, et le syndicat des eaux pour 5% du montant, la répartition entre chacun étant basée sur les niveaux d'occupation qui sont définis. Dans la convention, on précise également que les frais de fonctionnement sont pris en charge par la commune de Moutier et refacturés par la commune aux collectivités utilisatrices au prorata de l'utilisation, ce qui semble assez logique. Voilà. Et c'est la commune qui porte ça à sa charge, puisqu'on a plus cette habitude de parc matériel dans notre fonctionnement. Le véhicule, on définit qu'il peut également être utilisé par d'autres collectivités, et qu'au cas d'espèce, il y a un tarif qui a été défini, qui est de 30 € de l'heure pour les communes de Cœur de Tarentaise, véhicule plus chauffeur, et qu'il est possible aussi pour les autres collectivités, j'insiste de manière exclusive envers les autres collectivités, pour un montant de 65 € de l'heure. Est-ce que ce sujet appelle des remarques ou des questions ? Bernard. Oui, concernant la répartition du coût, est-ce que vous pouvez nous préciser, par rapport au coût qui est refacturé, hein, oui. Que ce soit 30 € ou 65 €, est-ce que vous pouvez nous préciser un peu les choses concernant la partie heure, enfin la partie chauffeur et la partie véhicule dans la répartition du coût? C'est-à-dire que si on refacture 30 € de l'heure, qu'est-ce qui reste pour amortir le véhicule, en quelque sorte? Alors, je suis incapable de vous donner la déclinaison, en sachant que, d'ailleurs, je ne suis pas sûr que le calcul se soit fait en ces termes. Puisque, en réalité, sur les 65, sans doute qu'on doit pouvoir le faire. Sur les 30, on est au bénéfice des collectivités membres de Cœur de Tarentaise, qui sont contributrices dans l'acquisition. Donc on a plutôt été sur une forme de participation aux frais ou de neutralité du coût de fonctionnement sur les membres de Cœur de Tarentaise, et un coût avec un peu plus de largesse du côté des communes non membres de Cœur de Tarentaise, qui du coup n'ont pas participé à l'effort d'investissement. Juste... Bon, là c'est des agents souvent de catégorie C, alors certains ont certes un peu d'expérience, mais on doit être à 20-25 de l'heure, quoi. Hein. Donc après le reste... Tout compris. Je parle de l'agent, voilà, chargé. Après le reste, c'est le véhicule. C'est la... Deuxième question, bon, c'est un peu technique, hein, mais bon...
par rapport à la répartition. Alors, la commune de Moutier participe à l'investissement à hauteur de 47,5%. Donc, et ce que j'essaie de comprendre par rapport au tableau qui est dans l'article 4, on voit qu'il y a déjà un tableau d'utilisation du véhicule qui est fixe, qui est déjà planifié, indépendamment, ça c'est un planning, on va dire, standard, auquel va venir s'ajouter d'autres demandes ponctuelles. Mais d'après ce que je vois sur ce tableau, il y a beaucoup plus communauté de communes que service technique de la commune. Alors, comment s'est faite la clé de répartition 47,5%? Alors en réalité, le tableau il est imparfait parce que l'occupation elle est évidemment plus large. C'était facile de le définir pour la communauté de communes puisque vous voyez que c'est le mardi et le vendredi et que ce sont les jours de marché dans le cadre du service déchets où la communauté de communes l'utilise. La commune l'utilise plus que ce qui est indiqué et ce qu'on a indiqué le lundi soir et le jeudi soir, en réalité c'est pour la dépose des bennes du marché. Puisque ça fait partie de l'accord que nous avons. Voilà. Donc ce tableau, il est très imparfait. Et moi, ce que je vous propose, c'est que on puisse plutôt vous dire dans le fonctionnement comment les choses vont réellement se passer. Et en réalité, la clé de répartition, elle s'est plutôt faite sur l'estimation qui a été rappelée par nos techniciens, de part et d'autre de l'Isère, en fonction de ce qui était estimé du besoin de ce véhicule. D'ailleurs, si on est allé vers un service commun sur ce véhicule, ce qui est quand même assez singulier dans le fonctionnement des collectivités, c'est bien parce qu'on a identifié que ni la communauté de communes, ni la commune, et évidemment le syndicat des eaux, n'avaient besoin d'un véhicule en plein, mais qu'on avait tous des besoins de véhicules. Voilà. Donc, pour l'instant, on est sur cette répartition qui a permis de réaliser l'opération. Et ensuite, on verra au fil du temps comment les choses se passent, et c'est aussi l'équilibre qu'on trouvera dans le fonctionnement, bien sûr. Et est-ce que donc vous êtes allé sur une approche financière, c'est-à-dire de comparer ce que ça coûte finalement en coût réel, par exemple pour la commune de Moutier, du fait justement que ce soit un véhicule partagé, par rapport à ce que pourrait coûter une prestation d'un prestataire local, puisqu'il y en a qui sont pas très loin, des prestataires spécialisés dans les bennes et dans les déplacements de bennes. Donc est-ce que vous avez fait cette approche-là? J'imagine que oui. Et est-ce que vous avez en tête à peu près l'ordre de grandeur du gain pour la collectivité? Alors, je vais pas pouvoir vous donner ça. Par contre, je vais vous dire que dans la méthodologie, on est allé un peu plus loin que cette simple question sur le choix qui a été opéré. On est allé dans 3 directions. Une direction qui est celle qu'on a adoptée, qu'on a jugée comme étant la plus favorable. Une qui est celle que vous évoquez, mais qui, au-delà du gain financier, ne donnait pas la souplesse de l'organisation, puisqu'on ne peut pas se dire de la veille au soir pour le lendemain matin, voire même de l'heure d'après ou de la demi-journée d'après, on peut mobiliser un véhicule. Donc ça a été la deuxième approche. Et on a eu une troisième approche, comme on l'a de manière systématique maintenant pour nos acquisitions de véhicules, qui est la location. Puisqu'on voit bien que dans cette époque de l'économie circulaire, on n'achète plus et on loue beaucoup. Et donc on a eu cette approche également. Et de l'étude, de l'examen des 3 solutions, eh bien celle qui est apparue la plus favorable, c'est celle qu'on a retenue naturellement et qu'on vous propose ce soir, et qui a d'ailleurs fait l'objet d'une délibération du Conseil communautaire, je le dis au passage. Vous n'avez pas une idée à peu près d'ordre de grandeur de ce que ça peut faire gagner Je vais vous dire une bêtise, mais je pense qu'on est de l'ordre de 20%, mais je le mets avec toute la prudence parce que je n'ai pas les éléments vers moi. D'autres remarques sur ce rapport que je mets aux voix? Des oppositions, des abstentions? Je vous remercie et les services techniques nous remercient. Je vais vous soumettre maintenant une grappe de 3 délibérations, de 3 rapports qui concernent la régie à autonomie financière, Moutier Culture et Patrimoine, et je le dis en lien avec Jean-Charles
et Florence, puisqu'il s'agit de sujets financiers. Avec l'organisation de cette régie autonomie financière, on a eu à passer en revue l'ensemble des sujets qui n'étaient pas forcément visibles ou dans l'organisation identifiée du centre culturel dans son fonctionnement passé. On profite donc de cette nouvelle organisation, de ce nouveau statut, pour intégrer l'ensemble des éléments financiers avec la plus grande transparence dans notre compte de la régie, ce qui suppose un avis de la commune pour que le budget annexe puisse être adapté en conséquence. Le sujet qui nous occupe et qui vaut les 3 délibérations à venir, c'est l'organisation du salon de peinture et de sculpture. Je vous rappelle qu'on sera dans sa 33e édition cette année, donc c'est un monument de notre commune, ce salon, et que le fonctionnement de ce salon conduit à 2 éléments particuliers. Premier élément, les participants au salon payent un droit d'entrée, si je puis dire, et les lauréats du concours sont dotés et reçoivent un chèque cadeau. Voilà, enfin un chèque en cadeau. Donc ces 2 éléments conduisent aussi à adapter notre budget. C'est le sens de la première délibération où, vous le voyez, on propose de créer un compte bourse et prix pour un montant de 2 900 € que l'on vient équilibrer par les aspects de redevance et de droit des services à caractère culturel qu'on retrouvera dans un instant, et une diminution de notre 0,11 sur les prestations de services. Donc ça, c'est le premier élément, et ce sont les 2 900 € concernés. Je vous les passe en bloc, puisque tout est lié. Une délibération ensuite qui nous permet d'adapter les tarifs de la régie. Alors, nous avions une délibération relative aux tarifs. Celle qui vous est proposée ce soir intègre des produits des inscriptions pour 5 tarifs. Exposition mensuelle, 25 €. Salon de peinture et de sculpture, 30 €. Salon de peinture et de sculpture plus fête des artistes, 35 €. Gestion administrative, carte, école de peinture, 6 €. Et encart publicitaire, 50 €. Donc là, on permet, par cette délibération, de faire entrer la recette et de rester sur un système où les participants au salon paient un droit d'inscription, un droit d'entrée sur le salon. Et ensuite, la 3e délibération, eh bien, elle est relative à la dépense et elle fixe les prix qui seront accordés aux lauréats du concours de peinture et de sculpture, qui sont d'ailleurs les tarifs, Jean-Charles, qui sont les mêmes tarifs que par le passé, qu'on a tout simplement réintégré directement dans notre délibération, avec le premier prix de peinture à 800, le premier prix de sculpture à 800, le prix du public à 800, le prix des artistes dans la rue à 250 et le prix du concours photo à 250. La question ce soir, c'est pas tant de savoir si c'est assez ou trop, puisqu'on est dans la reconduite de ce qui existait et qui a donné jusqu'alors pleine satisfaction. C'est plutôt de mettre en adéquation notre rigueur administrative avec l'organisation d'un salon qui connaît un succès dans notre commune déjà pour 32 éditions passées. Voilà, je vous ai soumis les 3. Maintenant, je peux répondre à vos remarques ou questions. Et puis, il y a les règlements. Et puis, oui, il y a une adaptation aussi il y a le règlement qui est lié avec les prix. Voilà. Bernard. Oui, vous avez parlé de chèque, mais je ne sais pas si ce sera possible sous forme de chèque, vu que bon, on est en comptabilité publique, il y aura peut-être une autre modalité de versement. Effectivement, même si dans l'absolu, il doit y avoir une possibilité, mais vous avez raison de le préciser. Enfin, mais en tous les cas, on les dote. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la dotation. Donc, si on a bien compris, c'est conforme à ce qui se pratiquait antérieurement, sauf qu'antérieurement, on ne le voyait pas passer en conseil municipal, étant donné le statut des organisations qui géraient cela auparavant. Il y avait aussi peut-être une question de détail. Dans les tarifs, là, groupe ordinaire, plus de 15 personnes, c'est les visites guidées, ça. Est-ce qu'il n'y a pas un... Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Parce que les groupes ordinaires, plus de 15 personnes, 2 € par personne et par site.
Et groupe entre 10 et 15 personnes, 2 € ou 3 € le dimanche par personne et par site. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer la nuance? Alors, je ne vais pas vous expliquer grand-chose parce qu'en réalité, c'est un débat qu'on a déjà eu et ça renvoie à une délibération de décembre 2017, 21 décembre. Non mais voilà, donc je ne suis pas retourné dans les détails. Après, il y a des nuances qui ont été adaptées. 15 € pour le guide en plus, entre 10 et 15. Dominique? Entre 10 et 15, c'est 2 € par personne, plus un forfait de 15 € qu'on ne retrouve pas quand on est plus de 15. Ah, il y a le forfait de 15 € qui s'ajoute. Voilà, c'est ça. Mais donc, pour la clarté des débats, et sans vouloir éluder la question de Bernard, la délibération d'aujourd'hui, on reprend la délibération du 21 décembre 2017, à laquelle on ajoute 5 tarifs qui correspondent à ceux qu'on a évoqués, et qui s'appellent produits des inscriptions. Voilà, c'est la part qui n'existait pas dans la délibération du 21 décembre 2017. Voilà. Mais, Daniel, oui. La différence entre groupe ordinaire et groupe entre 10 et 15 personnes, c'est quoi la différence? Oui, alors là, on revient sur ce truc-là. Et Jean-Charles, il peut répondre, non? Un groupe qui a plus de 15 personnes, tu payes 2 €. Un groupe ordinaire, les dimanches et jours fériés, ça coûte 1 € de plus par personne. Le groupe entre 10 et 15, c'est-à-dire un groupe un peu plus petit, on est à 2 € ou 3 € le dimanche, mais en plus, il y a un forfait de mise à disposition du guide. Voilà. On considère qu'on amortit le guide à partir de 15. C'est ce que ça veut dire, en fait. Voilà. Est-ce que c'est plus clair? Donc en fait, ça veut dire que le groupe, excusez-moi, ça veut dire que le groupe ordinaire de plus de 15, c'est avec guide, donc. Non, c'est mal libellé, c'est tout. C'est toujours avec guide. Ça veut dire avec guide. C'est toujours avec guide, parce que si on forme des groupes et qu'on les envoie dans la nature, ils n'ont pas besoin de nous. Voilà. Il n'y a pas un guide du patrimoine aussi? Il n'y a pas une petite différence? Le guide, c'est toujours le GPPS chez nous. Voilà. Nous, on n'a qu'une seule école, contrairement à d'autres. Le guide, c'est toujours le GPPS. D'autres remarques sur ces 3 délibérations? Est-ce que vous souhaitez les voter en bloc ou de manière séparée? En bloc? Donc je soumets les 3 rapports, c'est-à-dire 2, 3 et 4, à vos votes. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Et je passe la parole à Florence. Ah ben non, je suis désolé. Non, oui, je suis désolé. Donc je garde la parole en réalité. J'aurais dû lui passer sur les 3 rapports précédents, sur la lancée. Quel bavard! Je suis confus. Le rapport numéro 5 est relatif aux demandes de subventions dans le cadre de la dotation de soutien d'investissement public local et de la dotation d'équipement des territoires ruraux, des sujets qu'on connaît bien. Le FSIL est juste devenu DSIL d'une année à l'autre. Il n'y a pas de surprise dans les dossiers sur lesquels on sollicite des aides, puisque ce sont des dossiers qui sont dans le budget 2018 qui a été voté par cette Assemblée.
Et s'agissant des montants, eh bien, ma foi, ça va dans le sens de ce que nous avions estimé pouvoir solliciter, de la même manière que je vous rappelle que ces recettes attendues ne sont pas portées dans notre budget, puisqu'elles n'ont pas aujourd'hui été ni confirmées, ni notifiées. On parle donc de la salle des fêtes et du projet 2018, où on confirme un coût, on approuve un plan de financement et on sollicite 350 000 euros dans le cadre du DSIL ou de la DETR. Dans le cadre des travaux d'accessibilité et de réinstallation de services au public, où on parle de l'accueil des aînés ruraux, où on parle de l'évolution du courtier et de l'accueil des jeunes, on est sur un montant de 94 000 euros de travaux et on sollicite 23 500 euros dans ce cadre. Ensuite, sur les aménagements et revitalisation de centre-bourg, on est sur un coût provisionnel de 63 500 euros et on sollicite 15 875 euros d'aide de l'État dans le cadre des 2 dispositifs qui sont servis. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions, Bernard? Oui, à chaque fois, on délibère en confirmant le projet. Il y a certains dossiers qui sont cités dont on ne connaît pas bien en tant que conseiller municipaux, hein, j'entends bien, hein, je ne parle pas du bureau municipal. On ne connaît pas bien les projets qui sont derrière, donc il serait peut-être bon que le conseil municipal, il aurait été bon que dans le rapport nous ayons d'ailleurs un petit descriptif quand même des projets dont nous confirmons l'approbation. Voilà. Et puis j'aurais voulu que vous précisiez aussi concernant notamment la salle des fêtes, faire un point sur les subventions déjà acquises. Est-ce que celles-là viennent en plus ou est-ce qu'elles viennent en substitution? Parce que je sais qu'il y avait un problème de calendrier par rapport à une subvention acquise et qu'il fallait dépenser, parce que c'était acquis depuis plus de 2 ans, il fallait les dépenser impérativement avant telle date, sinon on perdait le bénéfice de cette subvention. Donc est-ce que... C'est pas une subvention acquise. Oui, mais est-ce que vous pouvez nous faire un bilan, justement, un point sur les subventions demandées? Parce que sur la salle des fêtes, il y a eu plusieurs choses et on ne sait plus trop où on en est. Alors, je vais vous le dire. Je vous réponds d'abord à votre première partie de question. La commission des travaux va se réunir sur les sujets que vous évoquez. On aurait pu, par anticipation, faire la commission de travaux avant de solliciter les subventions. J'ai toujours en tête que quand on demande des subventions, il n'y a pas trop de difficultés pour réunir une majorité, voire une unanimité, ce qui est encore mieux sur des dossiers. Ce qui ne veut pas dire qu'ensuite on soit favorable avec la manière avec laquelle on veut le conduire. Donc ça c'est le premier élément. Mais soyez rassurés, comme toujours, les éléments seront présentés avant réalisation. Je crois d'ailleurs que sur la salle des fêtes, vous avez eu l'occasion d'évoquer vos desiderata. S'agissant des subventions, je pense qu'il y a une confusion entre subventions et emprunt à taux bonifié. Et je regarde Dominique pour confirmer cela. Nous avons contracté avec la Caisse des dépôts sur un emprunt à taux 0 qui supposait effectivement une anticipation dans la démarche pour pouvoir bénéficier du dispositif qui s'est éteint à la fin de l'année 2017. Ça, c'est un point qui, à mon avis, correspond à ce que vous dites. S'agissant ensuite des aides sollicitées sur le projet de la salle des fêtes, je le dis de mémoire et vous me compléterez, on a 60 000 euros qui sont acquis, ça c'est notifié, de la région, dans le cadre du bonus Bourg-Centre. On a une sollicitation auprès de la DETR ZIL, c'est ce qu'on vient d'évoquer à l'instant, et il y a une sollicitation qui est partie du côté du département dans le cadre du fonds départemental d'équipement du commune, appelé FDEC. Je crois que le périmètre des subventions acquises et attendues, c'est celui-ci. Est-ce que vous pouvez préciser quelle est l'aide qui nécessite, disons, un calendrier serré par rapport, je crois, à une échéance en août? C'est quelle aide? C'est l'emprunt de la Caisse des dépôts. C'est l'emprunt Caisse des dépôts qui est bloqué, enfin qui est perdu s'il n'y a pas d'ordre de service avant je ne sais plus quelle date d'août là.
Parce qu'en fait, c'est comme toujours, ces emprunts à taux zéro, ce sont des emprunts qui sont plutôt des emprunts de croissance ou des emprunts de relance, sur lesquels le taux bonifié, il est lié à des contraintes de démarrage, puisque accorder de l'argent un peu plus facilement, s'il n'y a pas quand on le fait dans un objectif de croissance, si les travaux se réalisent pas, on a accordé de l'argent sur lesquels on n'a pas atteint le principe même enfin le fondement de cette bonification. Donc c'est cet emprunt, c'est pas une subvention, hein, c'est cet emprunt qui nous contraint à pouvoir devoir accélérer le chantier. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ces demandes de subvention auprès de l'État? Des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Je vais passer, cette fois je passe vraiment la parole à Anouar Kismoun pour nous parler du plan de formation 2018. Et un peu de bilan sur 2017 quand même. Merci. Alors effectivement, comme chaque année, il vous est proposé d'approuver le plan de formation pour l'année 2018. Je propose tout de suite d'aller sur le document, puis on ira sur la délibération. Alors le plan de formation, c'est d'abord un bilan de ce qu'on a fait, et puis ensuite, effectivement, ce sont des perspectives pour l'année à venir. Les objectifs de la formation, voilà, c'est de permettre de former des agents dans les domaines de compétences qui sont les leurs et de les accompagner professionnellement dans ces compétences-là. Alors ça passe par des stages sur place ou des stages qui peuvent se dérouler dans les lieux de formation, souvent Grenoble, quelquefois Chambéry. On a au moment des entretiens annuels une question qui est posée à chacun des agents pour savoir quels sont leurs desiderata. Et à partir de là, on détermine le besoin qu'on organise au sein du plan de formation. Donc ce qu'on peut dire, c'est que en 2017, on a quand même 73 agents qui sont recensés. On en a eu à peu près 60% qui ont subi, si j'ose dire, qui ont suivi des formations, que ce soit dans les formations obligatoires, hygiène, sécurité, police municipale, intégration, ou formation tout au long de la carrière, ou les formations non obligatoires. Et c'est notamment les formations au concours ou des formations en matière de perfectionnement. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'idée, là, en 2017 notamment, c'est les formations ont permis de renforcer les savoirs de base, de manière générale, voilà, de rendre plus à l'aise les agents dans les missions qu'ils délivrent au quotidien. En termes financiers, en 2017, comme vous le savez, on a 0,9% de la masse salariale plus ce qu'on décide de rajouter chaque année. Donc l'année dernière, on a payé 24 318,12 euros au titre de la formation. Pour 2018, voilà, on réédite le processus de recueil de besoins avec, dans le grand 6, vous le retrouvez, les principales actions envisagées. Il y a une longue liste. Et puis pour 2018, pareil, on prend 0,9% plus ce qu'on rajoute, c'est-à-dire un total estimé, on en met toujours un peu plus, de 43 100, tant entendu que c'est le budget maximum qui est envisagé. Voilà. Donc ce qui vous est proposé, c'est de prendre acte de ce plan de formation et d'approuver les objectifs du plan de formation 2018. Merci Noir. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce sujet? C'est passé en comité technique. Oui, voilà, c'est ce que je voulais préciser, oui, tout à fait. Et ça a été approuvé. Approuvé au comité technique à l'unanimité de mémoire. Oui. Daniel? Pardon. C'est une question pas directement à la formation, c'est concernant les travails de nuit dans la police municipale. Comment c'est organisé, les horaires, s'il y a des embauches, etc. Et puis la deuxième question, ça serait sur le zéro phyto. C'est utilisé depuis quand? On en fait de la publicité pour la ville ou pas? Voilà. D'accord, je vais te répondre. On va te répondre. Est-ce qu'il y a des questions qui concernent le rapport?
Est-ce qu'il y a des questions qui concernent le rapport? Bon, donc on va voter le rapport et puis ensuite on répondra à cette question. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Donc concernant les questions de Daniel, sur la police et donc sur les phytos, et tu me complètes. Sur la police municipale, il y a eu une véritable évolution des métiers au cours des 3 dernières années, et j'associe Philippe Soublin à ce que je dis, qui m'arrêtera si je dis une bêtise ou qui me complétera, certainement. Il y a eu des évolutions vraiment de taille. On a évoqué la fourrière déjà tout à l'heure. C'est un élément déterminant qui renvoie d'ailleurs à la gestion du stationnement, sujet qui sera vraiment dans l'actualité à partir d'octobre sur la commune. Il y a eu cette évolution qui paraissait anodine au départ, qui a été l'équipement avec les gilets pare-balles. Il y a eu l'arrivée de la vidéoprotection et la montée en puissance de la vidéoprotection. Il y a eu l'armement au Glock 17 depuis quelques mois, et il y a l'armement au PIE, Taser, qui doit arriver dans les semaines, j'espère, à venir. En tous les cas, le PIE est arrivé et il ne reste que l'arrêté à recevoir pour la mise en œuvre, en sachant que l'arrêté du PIE est quelque chose d'acquis dans le cadre de la police de proximité sur laquelle on travaille avec les services de l'État. Il restait 2 éléments sur lesquels nous avions à travailler, qui étaient celui des horaires et celui de la vigilance citoyenne. Celui de la vigilance citoyenne, on en reparlera dans les mois qui viennent. Philippe Soublin est engagé sur le sujet et nous proposera, comme cela s'est fait à d'autres endroits, qu'on ait aussi une réflexion et une action particulière ici à Moutier. Sur le sujet des horaires, je suis désolé, je dis tout ça pour qu'on comprenne bien comment ça marche. Sur le sujet des horaires, il est important que notre police municipale ne soit pas un système qui marche tous les jours au même endroit, à la même heure. Il faut qu'on soit sur une police qui, bien sûr, soit une police de proximité à laquelle on peut s'adresser, vers qui on puisse se tourner, qui fasse des missions diverses au service de la collectivité et des habitants de la commune. Mais on est de plus en plus, et la société nous y conduit, à Moutier comme dans d'autres communes, contraints d'avoir une police qui soit aussi un vrai service de sécurité. Et un service de sécurité, il faut qu'il puisse nous tomber dessus n'importe quand, n'importe où. Si l'effet de surprise n'existe pas, la sécurité, en réalité, elle n'est pas associée, parce que si je sais que les policiers sont à 16h à tel endroit dans la commune, eh bien, je peux faire la connerie à un autre endroit. Si je sais qu'à 18h, les armes sont au coffre et que tout le monde est à la maison, eh bien, à 18h30, je peux aller faire l'imbécile où je veux. Et ce que je dis a encore plus d'évidence et de valeur quand on est à 21h30 ou à 22h ou à 5h le matin. Donc, on a eu un travail partenarial qui a été mené avec Philippe Soublin, avec Noir pour les questions RH, et avec Dominique Assier et Denis Simon pour la partie technique RH, et notre équipe de policiers municipaux. Et le principe que nous avons retenu, c'est que, d'abord, on a confirmé cette volonté de sortie matinale et nocturne, matinale et tardive, je ne sais pas comment vous voulez le dire, qui ne soit pas systématique, et qui viennent s'inscrire dans une organisation arbitrée chaque mois. Voilà. Donc, nous validons, Philippe et moi, un planning prévisionnel, mois par mois, d'organisation de nos agents qui viennent trouver un équilibre dans leur organisation de temps de travail. Cette organisation de temps de travail intégrant des sorties matinales et des sorties de fin de journée. Voilà. Sur la question des phytos, je dirais que ça fait 2 ans, 3 ans qu'on est vraiment en full phyto sur cette affaire, en full sans phyto. On en parle assez peu parce qu'en réalité, toutes les communes devraient y être. Voilà. Et donc on a formé nos agents, enfin tout ça a été fait comme il faut. Reste une question de fond, Daniel, sur cette question, c'est que, et nous y travaillons d'ailleurs avec la communauté de communes, c'est de savoir par quoi on remplace le sans phyto.
Parce que, évidemment, tout le monde est d'accord quand on dit on ne va pas balancer des saloperies dans la nature. On est tous d'accord. Par contre, quand il y a des herbes folles, on est tous d'accord aussi pour dire c'est dégueulasse et c'est pas normal. Voilà. Donc, il y a quand même des pratiques à mettre en œuvre pour éviter qu'on ait des adventices de partout et qu'on puisse zoner, mais ça a été fait, la manière avec laquelle on traite nos différents espaces verts et nos différents espaces publics au regard des mauvaises herbes. Et il nous reste aujourd'hui, au-delà du piochon, parce que ça marche bien, mais pas à grande échelle, au-delà du piochon, on a un choix à faire sur le thermique, le machin gaz, le machin vapeur, enfin voilà, il y a quelques techniques qui existent, et c'est une réflexion qu'on mène avec la communauté de communes, parce qu'en réalité, il nous faut un équipement costaud, conséquent, mais comme pour notre ampli-roll tout à l'heure, on n'a pas besoin, nous seuls ou la communauté de communes seule, de la totalité d'un équipement. Voilà. Donc, sur cette question des phytos, pour qu'on ait une communication pleine et aboutie, il faut aussi qu'on ait réglé cette question de l'investissement qui, si elle n'aboutit pas cette année, aboutira l'année prochaine. Voilà. Est-ce que ça répond, Daniel, à tes deux questions ? Et est-ce que vous voulez, Philippe et Noir, compléter sur les aspects ? Très bien. Eh bien, je vous remercie. On en passe, Noir, à la modification de la grille des emplois communaux. Oui, c'est une modification. On a un agent qui est parti, qui a fait valoir ses droits à la retraite. On a un agent qu'on a embauché qui assure les tâches d'accueil. Donc ce qu'on vous propose toujours dans cette rigueur, dans la tenue de notre tableau des emplois, c'est donc de supprimer le grade d'adjoint administratif principal deuxième classe territoriale et vous proposer de créer un poste d'adjoint administratif territorial à temps complet à compter du 1er août 2018. Est-ce que ce sujet appelle des remarques ? On est dans des sujets qu'on connaît bien. Pas de remarques, je mets donc aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Noir, toujours, pour 2 conventions avec le centre de gestion. Alors, 2 conventions avec le centre de gestion. Une, un peu innovante, j'allais dire, qui résulte de la loi de 2016, qui nous permet de faire appel lorsque on a un agent... Lorsqu'on a un agent qui a une difficulté avec l'employeur, l'idée c'est de faire appel à un médiateur, lequel médiateur est désigné par le centre de gestion. C'est issu d'un texte tout récent, hein, c'est un texte de 2016. Voilà, on va voir ce que ça donne. Ça s'étend dans toutes les collectivités aujourd'hui de Savoie. Et l'idée, c'est de permettre de discuter bien en amont d'un litige, comme on dit souvent, passer par un médiateur ou une personne tierce, ça permet souvent de résoudre beaucoup plus efficacement les problématiques qui sont aujourd'hui posées. Voilà. Donc, voilà, c'est une convention avec le centre de gestion. Est-ce que cela appelle des remarques ? Moi, j'en ai une remarque quand même au passage. On traite toujours mieux les questions difficiles quand on les fait dans un climat apaisé. Aujourd'hui, on a un climat apaisé. On le doit à l'esprit constructif des agents de la collectivité. On le doit à ce qu'on a tenté de mettre en œuvre pour répondre de l'ensemble des questions sociales, des rencontres régulières qu'on tient avec les agents. Donc aujourd'hui, on est dans un climat apaisé. Et rien de tel qu'un climat apaisé pour préparer les situations difficiles qui peuvent toujours se produire, même quand le climat est apaisé. Et comme l'opportunité est donnée avec cette nouvelle faculté du centre de gestion, voilà pourquoi nous vous proposons cette délibération, qui d'ailleurs reçoit un accueil très favorable dans les collectivités. Daniel, tu as une question ? Oui, dans l'exposé là, de la convocation, concernant le décret du 16 février 2018, ce texte précise que la médiation préalable à un recours contentieux est obligatoire en ce qui concerne les décisions. Là, il y a plusieurs
Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc ces décisions ne sont pas précisées dans la Convention. Il faudrait peut-être les remettre. Je ne sais pas si vous avez vu. Comment ? Pardon ? Article 2 de la Convention. Oui, mais c'est... Oui, mais ça ne précise pas les... Ça précise pas comme sur la convocation. Oui, mais on dit que c'est le... On fait référence à l'article, donc fatalement, c'est l'article. L'article, ils disent Oui. que sont les mais- conditions. Donc, on va pas réécrire ce que l'article dit déjà. Enfin, on l'a mis dans le rapport. On l'a mis dans le rapport pour la meilleure connaissance de chacun. Mais cette convention type du centre de gestion qui a dû passer dans les mains de leurs experts, moi, elle me semble tout à fait conforme puisqu'elle cite l'article. Et puis, on n'a pas pour habitude dans ce genre de procédure, de redéployer ce que dit l'article dans une convention. Moi, je ne pense pas qu'on soit en carence ou en défaillance sur ce sujet. Je propose qu'on reste en l'état. Enfin, si tu partages. Ça a été vu en CT ? Oui. Mais cette affaire, elle est aussi au bénéfice des agents, d'ailleurs. Hein. Enfin, je veux Oui, dire, oui. Non, tout le monde a à gagner. Hein. Non, mais c'était par rapport à l'information aux agents. Oui, oui, bien sûr. C'est peut-être mieux d'avoir ça dans la Convention en plus. Il n'y a pas beaucoup de lignes. Hein. Non, mais les agents, ils connaissent les articles mieux que nous. Hein. En comité technique et en CHSCT, c'est plutôt les agents qui nous sortent les articles. Hein. Il y a des permanents qui travaillent là-dessus, chez les agents. D'autres remarques ? Jackie ? Donc le médiateur, il est demandé soit par l'agent, soit par la direction. C'est ou l'un ou l'autre, s'il y a un problème, voilà, ça se passe comme ça. Ok. D'autres remarques ou questions sur ce rapport ? Pas spécialement, on va donc le mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Noir, on poursuit. Là, c'est c'est la deuxième convention, pardon, pas l'ultime. En tout cas, c'est l'ultime prise de parole. C'est une convention de mise à disposition d'un local à Moutier. Et enfin, voilà, c'est important que Moutier demeure le lieu où le centre de gestion délivre la prestation de médecine professionnelle. Donc c'est une convention qui nous lie avec le centre de gestion pour la mise à disposition de cette salle. Pas grand-chose à dire, effectivement. Est-ce qu'il y a des remarques, Bernard ? Juste une information, auparavant, ils allaient où ? Ah, c'était très baroque. Et si on en arrive là, c'est que la situation baroque ayant suffisamment duré, le centre de gestion, il lui a traversé l'esprit qu'il pourrait aller faire ça ailleurs. Et évidemment, comme toujours, certaines communes voisines auraient vu d'un bon œil que finalement ça ne se fasse plus à Moutier et que la centralité puisse se déplacer. Voilà. Donc à la faveur des réflexions patrimoniales qu'on mène, on a trouvé cette organisation. On leur avait proposé de payer quelque chose, c'était pas tout à fait de leur goût, c'est pour ça que cette convention propose une mise à disposition gratuite, mais qui permet en tous les cas à Moutier d'abord d'avoir ses agents qui ne sont pas absents le temps d'un transport, etc., et qui peuvent aller directement à la rencontre du médecin du travail, et qui permet aussi à Moutier de garder son rôle de centralité avec des services supports qui se tiennent dans la ville et pas ailleurs. Excusez-moi, vous ne m'avez pas répondu sur savoir où ça se passait avant. Et puis, du coup, je rajoute une deuxième question. Parce que les médecins du travail, c'est pas d'aujourd'hui. Donc, il y avait bien un endroit où ça allait, même si c'était... Alors, Et puis, ma deuxième question, c'est est-ce que vous pouvez nous préciser un tout petit peu les 10 mètres carrés à quel endroit ils sont exactement? Enfin, est-ce que c'est un appartement dans lequel vous mettez à disposition une pièce? Enfin, je sais pas. Alors, sur la première partie de votre question, on les a fait aller partout. Ils sont allés au centre d'hébergement d'urgence, c'est-à-dire complètement déconnectés, et donc remis en fonction pour l'occasion, dans certains cas. Et ils sont allés à l'école, ce qui évidemment n'est pas une bonne solution. Ils sont allés au 2e étage de la mairie, mais le cabinet, enfin la partie lavabo, etc., commodité, n'est pas dans le bureau. Et en plus, la confidentialité, elle est quand même limite sur les portes de la mairie. Bon.
Donc, voilà, je pourrais vous en citer d'autres. Je crois ils avaient dû aller à un moment donné à Pamblières. Ils avaient dû aller, je crois, à l'étage où on a le local jeune aujourd'hui. Voilà, ils sont, quand je vous dis, ils sont allés partout. Ils sont vraiment allés en nombreux endroits. Et dans la salle là, exactement. Et c'est cette entre guillemets instabilité qui fait qu'ils ont dit, si nous on n'a pas une solution, si vous ne nous proposez pas une solution, d'autres nous en proposent. Voilà. Donc il n'y a pas de velléité à nous dire il faut faire, mais plutôt de dire on nous propose des choses stabilisées ailleurs. Voilà. Et donc en réponse et à la faveur de nos interventions sur le patrimoine, on a fait cette proposition-là qui a évidemment retenu leur adhésion. Et ça se trouve, puisque je dis que c'est dans les logiques patrimoniales, donc pour moi c'était clair, ça se trouve là où était l'inspection primaire avant. Voilà. Donc c'est pas un local à leur usage exclusif. Il y a d'autres usages à ce lieu de vie, mais évidemment quand ils sont là, c'est eux qui l'occupent. Voilà. Est-ce que cette fois j'ai répondu? Oui, parfait. Merci. Madame Baird. Est-ce que cela demande des agencements spécifiques pour les médecins? Non, absolument pas, à l'exception d'un point d'eau de sanitaire. Voilà. Voilà. Et puis ensuite, il se promène un peu avec son matériel, quoi. Ou une table, une chaise, enfin voilà, de quoi recevoir. C'est assez basique, pas plus qu'une mairie mobile. Voilà. D'autres questions, précisions? On va donc mettre ce rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Et Noir, pour une dernière... Pourquoi tu disais que c'était la dernière là? C'est là maintenant la dernière. Un dernier rapport concernant le nombre de représentants du personnel au CT, qu'on a beaucoup évoqué ce soir. Oui, alors, comme vous le savez, il va y avoir des élections... ou comme vous le savez ou pas d'ailleurs, il va y avoir des élections qui vont désigner les représentants du personnel au comité technique. On a la possibilité de faire un comité technique, enfin c'est depuis peu, un comité technique paritaire, c'est-à-dire composé à parité de représentants du personnel et de représentants de la direction, enfin des employeurs, ou pas. C'est une possibilité désormais qui est laissée. Évidemment, on tient à la parité, et c'est la raison pour laquelle on vous propose de maintenir le dispositif qui avait cours jusqu'à maintenant, et donc de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 3, et qui est en nombre égal le nombre de représentants suppléants. J'ajoute que l'organisation et ça marche bien. Nous a répondu qu'ils étaient attachés à ce fonctionnement paritaire et que 3 leur convenait. Voilà. Des remarques sur ce sujet? Pas spécialement, Bernard, oui. Oui, juste pour nous informer, auparavant c'était déjà 3. Est-ce que, donc, parce que vous donnez le nombre d'agents, donc j'ai pas été regarder précisément la loi et les textes là-dessus, mais est-ce que donc c'est bien sûr lié au nombre d'agents? Enfin voilà, quel est le seuil où ça pourrait changer, que ce serait plus 3 par exemple? Aucune idée. Nous, on est parti du principe que avant c'était une instance paritaire. Ça s'appelait d'ailleurs comité technique paritaire, CTP. C'est devenu un comité technique, avec des règles qui ont très peu évolué, si ce n'est qu'on a enlevé cette précision de la parité. Nous, on était dans un système qui était équilibré. Les débats étaient équilibrés, ça fonctionnait bien. Donc, d'un commun accord avec les agents, on a fait le choix de maintenir et donc de prolonger désormais cette organisation avec 3 représentants de part et d'autre. D'autres remarques? On va donc mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Je donne la parole à Laurence Rochat concernant la participation 2018 à l'école primaire Sainte-Thérèse. Et on précisera d'ailleurs sur le rapport que l'on parle de l'école élémentaire et non pas de l'école primaire. Laurence. Oui, donc en fait, c'est bien l'école élémentaire, puisque ça concerne que les enfants d'élémentaire et pas les enfants de maternelle.
Donc ce soir, comme tous les ans, on est appelé à voter la participation pour l'école Sainte-Thérèse qui a conclu un contrat d'association avec l'État. Donc nous sommes dans l'obligation de participer, d'appliquer la loi et par contre effectivement il faut faire un calcul pour que par rapport au coût de ce que coûtent nos élèves à nous dans nos propres bâtiments, donc c'est sans les amortissements, c'est du pur fonctionnement. Donc cette année le coût est de, alors que je ne me trompe pas parce que je vous ai refait un petit tableau, de 792,21 pour 36 élèves. Donc c'est une participation totale de 28 519 €, sachant que l'année d'avant c'était 31 élèves pour 779,82 €, et en 2015 pour l'année 2016 c'était 38 élèves et le coût était de 791,91 €. Donc vous voyez, ça ne varie pas énormément, ce qui varie un petit peu c'est le nombre d'élèves. Des remarques, Bernard? Oui, est-ce que vous pouvez nous préciser la part, ce que représentent en fait les élèves de Moutier sur l'effectif total, bon, en proportion, ou si vous avez les chiffres bruts, c'est encore mieux. Et est-ce que vous pouvez nous préciser aussi si les autres communes concernées qui ont des enfants à l'école élémentaire Sainte-Thérèse payent également la même chose que Moutier? Alors, sur la première partie de votre question, je m'en doutais un peu et donc du coup j'ai pris les chiffres. Voilà. L'effectif global de l'école Sainte-Thérèse sur le primaire, donc je vous donne la totalité. En maternelle, c'est 40 élèves, c'est pas le sujet dont on parle ce soir, et en élémentaire, c'est 68 élèves. Donc 36 de mémoire, c'est le rapport que nous adoptons ce soir. 36 élèves de Moutier sur un effectif de 68, c'est ce qui concerne l'élémentaire. Et vous avez donc un effectif global de l'école primaire qui est de 108 élèves. C'est sur la première partie de votre question. Sur la deuxième partie, je suis incapable de vous répondre. Je me tourne vers Laurence. Je ne sais pas si tu as des infos. Il me semble qu'on est les seuls à participer. Les autres communes ne versent pas leur participation. C'est ce qui avait d'ailleurs posé problème à un moment à l'école Sainte-Thérèse. Alors, nous, en plus, on est commune support, donc nous, on a vraiment l'obligation, on n'a pas le choix. Ça pourrait, enfin, on est vraiment obligé de le faire. Les autres communes, elles sont normalement obligées de le faire, mais elles ne sont pas communes support, donc c'est un petit peu, ils font un peu comme ils veulent. Et donc en fait, parce que je me souviens que bon, dans les conseils municipaux où chaque année ce sujet revient, il nous avait été dit que c'était une obligation de par une loi nationale. Qu'en fait, on faisait délibérer les conseillers municipaux, bien que ce soit une obligation. Qu'en gros, même si on ne délibère pas, on serait assigné à payer quand même. Est-ce que c'est bien cela ? Oui, mais là, ce qu'on vous fait voter ce soir, ce qu'on vous fait voter, c'est pas le fait de participer ou pas, c'est le montant de la participation, c'est le calcul et le montant de la participation. Parce que ça, par contre, il faut qu'on le recalcule tous les ans en fonction des activités et de ce qui s'est passé à l'école durant l'année précédente. Vous avez tous les deux raison. Et c'est bien pour une fois. C'est bien, hein. Oui, parce qu'on est une commune support, enfin une commune sur laquelle est installée une école, un établissement d'enseignement privé, la commune doit participer aux charges de fonctionnement. Et chaque année, le forfait spécial, c'est comme ça qu'il s'appelle, doit être calculé à l'aune de ce que la commune verse à son école public. Et il y a un certain nombre de dépenses qui sont identifiées, on parle bien de fonctionnement, hein, un certain nombre de dépenses, d'autres sont exclues, d'autres sont contestées, malgré les textes, les lois et les décrets, voilà. Bon, voilà, et ça nous permet de calculer le forfait qui est multiplié par le nombre d'élèves. Et donc la question Moutier, pas Moutier, oui, il n'y a pas de question qui se pose, on doit payer. Et si on ne paye pas, on serait assigné, voilà, on serait assigné par l'école en question. Mais ça voudrait aussi dire qu'on fout en l'air l'école, de manière très claire. Voilà. Et juste pour information, c'est ce même forfait qui sert aussi pour les enfants qui arrivent des communes extérieures et qui sont scolarisés à Moutier
et pour les enfants des classes U10. C'est exactement le même forfait dont on se sert. Merci. Bernard, oui. Non, je voudrais rajouter que vous dites que s'il n'y avait pas cette dotation, cette subvention, l'école ne pourrait plus exister. Ça me paraît un petit peu étonnant, puisqu'il y a déjà la moitié des élèves dont les communes ne versent rien, et cette école-là existe quand même malgré cela. Je ne pense pas que ce soit cette subvention qui fasse que l'école existe ou n'existe pas. Et je pense quand même, et je réitère une position que nous avons constamment depuis 2008, à savoir qu'il est anormal qu'une collectivité de la République, compte tenu de la loi de 1905, ait l'obligation de verser une subvention à une école privée. Ça me paraît, pour moi personnellement, c'est une chose qui me paraît anormale, complètement anormale. Ça explique peut-être pourquoi certaines communes des alentours ne le font pas. Cette anomalie d'ailleurs pourrait même se traduire par des aberrations sur le plan financier, parce que imaginons que nous évoluions vers un effectif de l'école publique qui soit très faible. Le coût par élève, puisque c'est un calcul qui est fait à partir de la comptabilité de la commune. Le coût par élève de l'école publique deviendrait très important, et puis moins on aurait d'élèves à l'école publique, et plus on paierait, d'ailleurs c'est comme ça que ça se passe, plus on paierait à l'école privée. C'est donc quelque chose qui est complètement antinomique de la logique publique. Oui, mais sauf que l'école privée, elle ne peut pas non plus accueillir... elle arrive à un stade là où aujourd'hui, ils sont pleins. Par exemple, aujourd'hui, il y a des parents qui veulent mettre leurs enfants à Sainte-Thérèse, ils ne peuvent pas les mettre. Donc l'école, elle est... elle a rempli son quota. Donc elle n'a pas non plus une capacité d'accueil aussi importante que la nôtre. Enfin donc, pour une énième fois, nous n'allons pas participer au vote, puisque vous nous dites que c'est une obligation de l'État. Nous ne participerons pas au vote. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques avant que je soumette ce rapport? Je n'en vois pas. Vous ne participez pas? Très bien. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Enfin, il vous remercie. Et je passe la parole à Philippe Mosca pour un rapport relatif à l'administration des droits du sol. Bien, c'est une délibération qui a déjà été prise l'année dernière. Donc le 15 mars 2017, le conseil municipal a approuvé la convention relative à la mise en œuvre du service d'instruction des autorisations d'urbanisme entre la commune de Moutier et l'Assemblée du Pays tarentaise vanoise. L'avenant à la convention de prestation de services porte sur la tarification des actes. Cette modification permettra le renfort du service sur les missions d'instruction et de consacrer ainsi davantage de temps à l'appui au conseil et à la veille juridique. L'article 9 de la convention est modifié comme ci-après. L'instruction réalisée par le service ADS, application du droit du sol, de la PTV, fait l'objet d'une facturation à l'acte. Le coût unitaire prévisionnel est le suivant. Donc les deux modifications sont ceux qui sont en gras, mais je vais vous les donner dans l'ensemble. Permis de se construire pour maison individuelle, 220 €, c'est identique à l'année dernière. Permis modificatif pour maison individuelle, 110, identique. Permis de construire, 440, identique. Permis de construire modificatif, 220 €, identique. Donc le permis de construire supérieur à 1000 m² pour les ERP à 1000 € est une chose qui vient de s'ajouter. Permis de démolir à 220 € est existant et identique l'année dernière. Permis d'aménager à 800 € est nouveau. Déclaration préalable à 110 €, identique à l'année dernière. Certificat d'urbanisme opérationnel, 110 € comme l'année dernière. Les actes concernant des retraits, des transferts et des prorogations ne seront pas facturés. Les actes concernant des annulations et sans suite seront facturés selon le prix de l'acte concerné. Un acompte de 30% sera versé au 30 mars sur la base du nombre d'actes délivrés sur la commune en année N-1. Un second paiement de 30% sera versé au 30 août. Le solde sera sollicité sur la base du compte administratif. Le coût unitaire de l'acte sera définitivement arrêté après constatation des sommes réellement dépensées. L'état détaillé des actes réalisés et des dépenses de fonctionnement engagées permettra d'émettre la facturation définitive. La PDV assure, dans le cadre du service ADS, la maintenance et la mise à jour du logiciel d'instruction. Les autres articles restent inchangés. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'avenant de la convention concernant la mise en œuvre du service d'instruction des autorisations d'urbanisme et d'autoriser le maire à signer cet avenant entre la commune de Moutier et l'Assemblée du Pays de tarentaise vanoise.
Merci. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce sujet qui est plutôt un aspect de forme? Stéphane? J'ai juste une question par rapport à la dernière fois qu'on a voté donc cette convention. Vous avez évoqué éventuellement la possibilité que le pétitionnaire paye lui en direct le montant du coût de l'instruction des différentes procédures. Je voulais savoir si vous aviez plus d'informations. Non, c'est un sujet sur lequel je continue à appeler de mes voeux que ça puisse évoluer, parce que ça serait finalement dans le coût projet. On voit que les sommes, elles restent relatives à l'échelle des projets de construction qui sont menés, et donc je continue de penser que ça serait un élément important qui permettrait du coup de ne pas faire subir aux collectivités et supports, aux communes, le coût de cette instruction. Voilà. Mais la loi aujourd'hui ne le permet pas. Et le gouvernement passé comme celui en place ne semble pas très enclin d'aller dans le sens de ce que je propose. J'avais d'ailleurs une autre réflexion du même ordre qui était une contribution des offices notariaux dans le cadre des CU sur lesquels ils nous sollicitent, parce que tout ça reste finalement à peser sur les comptes des collectivités, alors qu'en réalité, c'est pas nous qui avons le bénéfice des dossiers qui sont portés. Voilà. Bernard, il y avait une question, je crois aussi. Un commentaire. Un commentaire général sur le fait qu'il s'agit donc, bien sûr, une fois de plus, un désengagement de l'État sur les collectivités. Et ça, je pense que c'est important quand même de le rappeler. Comme quoi, effectivement, j'imagine que vous non plus, vous n'êtes pas d'accord avec cela, donc il serait peut-être utile quand même de le rappeler. Et puis, deuxièmement, est-ce que vous pouvez nous préciser, puisque là, on sait qu'il va y avoir un appel de fonds de 30%, qu'est-ce que ça représente pour la collectivité à peu près en masse budgétaire annuelle, cette affaire? C'est de l'ordre de 7 000 € de mémoire pour Moutier. 7 à 8, hein. Enfin, c'est pas moins de 7 en tous les cas. Voilà. Et oui, on regrette, enfin en tout cas pour ma part, je regrette le désengagement de l'État vis-à-vis des compétences exercées par les communes vis-à-vis de leurs usagers, de leurs habitants, de leurs contribuables. D'autres remarques sur ce rapport? Je mets donc aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? 3 oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Pardon? Oui, alors Noir a travaillé pendant le dernier rapport et je lui laisse porter les fruits de son travail. Je vais répondre à ta question. Le nombre de délégués au comité technique, vous savez, tout à l'heure, je vais poser la question. Je viens de retrouver la référence, là. C'est 5 maximum, de 3 à 5. Donc on a pris 3 parce que c'était... voilà. Oui. En fait, pour les effectifs, c'est en fonction des effectifs. Supérieur à 50 agents et inférieur à 350, nombre de représentants de 3 à 5. Voilà. J'ai retrouvé la délibération de l'année dernière, donc qu'on peut rajouter en haut, je ne sais pas s'il est trop tard. C'est pour répondre à votre remarque, afin de pallier le désengagement de l'État et d'accompagner les communes dans leur gestion des autorisations d'urbanisme, l'APTV met en place un service d'instruction des autorisations d'urbanisme. Les communes compétentes en application du droit des sols ADS peuvent solliciter ce service afin de les accompagner dans l'instruction des autorisations d'urbanisme. Voilà. Très bien. Avant de clôturer ce conseil municipal, je voulais vous donner quelques informations. Une première concernant le règlement général sur la protection des données, pour vous dire de ne pas vous inquiéter ce soir que nous n'en ayons pas parlé. Il y a un travail de fond qui est mené, notamment en lien avec Agathe, l'agence alpine des territoires, qui s'appelait la ZADAC par le passé, dans une forme différente, pour une réflexion partagée à une échelle un peu plus large, même si nous identifions un référent d'une démarche plus globale au sein de la collectivité. On a une réunion de bureau de la communauté de communes le 22
mai, c'est-à-dire mardi prochain, et Agathe va intervenir pour que nous puissions arrêter la position très claire que nous allons adopter et se mettre en conformité avec la loi, c'est-à-dire la fin de la semaine prochaine, je crois 25 ou 27 mai 2018 pour l'application de ce règlement général sur la protection des données. Deuxième information que je voulais vous indiquer, nous avons, cette fin d'après-midi, signé officiellement la convention qui nous lie désormais avec les Amis du cinéma pour la reprise de l'exploitation et la programmation de notre cinéma de Moutier. C'est un moment qui est important. Ils ont repris de manière technique et pratique, je puis dire, l'exploitation depuis 24 heures, puisque c'est comme ça que les choses étaient définies. Mais on a fait un temps de presse et de rencontres et d'échanges que j'ai trouvé d'ailleurs riche et intéressant, qui nous permet de repartir sur une nouvelle attractivité, une nouvelle organisation. Je vous rappelle que la convention qui nous lie aux Amis du cinéma nous conduit jusqu'en octobre 2019 et que nous sommes maintenant dans une période bien sûr de fonctionnement, d'adaptation, mais aussi d'observation avec des temps de revoyure qui doit nous permettre de définir peut-être des conditions nouvelles et en tous les cas de préciser ou d'adapter une forme juridique d'ici cette échéance d'octobre 2019. L'objectif, c'est que d'ici un an, on va dire à l'horizon du printemps 2019, il faut que nous ayons une lecture qui nous permette de prendre les orientations. Il nous restera donc quelques mois, 4-5 mois, pour aboutir la nouvelle forme administrative ou le renouvellement d'une convention si elle a donné pleine satisfaction. Pas de changement sur les tarifs, je sais que c'était une question de Madame Baird, pas de changement non plus sur le nombre de séances offertes à Moutier chaque semaine. On a évoqué un certain nombre d'adaptations qui pourront intervenir, plutôt à la faveur des cinéphiles, et je pense notamment au travail que nous menons avec le lycée et le collège. D'ailleurs, le principal et le proviseur étaient là ce soir, et des choses toutes simples, mais comme la reconnaissance du pass région pour les lycéens dans le cadre de ce cinéma, ce qui n'était pas effectif à ce jour. Et dernier élément sur lequel vous aviez de l'intérêt, je le sais, le label Arrêt-Essai est maintenu à Moutier, et je demandais, à l'occasion de notre temps presse de ce soir, qu'il puisse être ambitieux et ne pas s'interdire des programmations engagées dans ce cinéma, un peu à la lumière de ce que nous avons fait avec le street art, et où on peut mesurer aujourd'hui les fruits d'oser aller un peu plus loin et d'oser Moutier peut-être, c'est comme ça qu'il faut le dire. Voilà. Troisième information que je voulais vous donner, c'est que nous avons un calendrier des manifestations de l'été qui est particulièrement dense. Je ne crois pas qu'il existe de week-end ou de semaines au cours desquels il ne se passera rien à compter de cette fin de semaine. Donc c'est particulièrement dense, avec notamment, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais je le répète ici, 5 courses de vélo qui soit sont au départ de Moutier, soit traversent Moutier dans son centre-ville. Donc une véritable activité avec des marqueurs importants des choix que nous faisons. J'ai demandé que vous soit communiqué, il n'est pas prêt encore, donc je ne peux pas vous le donner ce soir, un calendrier d'ensemble de ce qui est aujourd'hui identifié, recensé, et sur lequel nous avons un engagement de près ou de loin. De près, c'est-à-dire nous, d'un peu plus loin, c'est notamment la communauté de communes, puisque les partenariats se multiplient et s'enrichissent, que ce soit en direction du sport, que ce soit en direction de la culture, que ce soit en direction aussi de l'événement, et puis de meilleures connaissances, puisque sachez que nous avons une nouvelle fois signé avec le Géo Festival, qui interviendra le 23 juillet prochain à Moutier, à la salle Caloc, 20h ou 21h. Voilà, donc une diversité de ce que nous mettons au service de la culture, du sport, de l'événementiel dans la ville, avec une programmation que je trouve particulièrement riche, mais comme chacun le sait, je ne suis absolument pas objectif sur le sujet. Dernier point que je voulais évoquer auprès de vous, c'est naturellement l'actualité avec les travaux du pont Mézel, qui ont démarré de manière bien plus visible lundi 14, il y a quelques jours, avec des
des incidences aujourd'hui que l'on mesure, bien sûr, avec cette fermeture de la route, naturellement, cette fermeture du pont, qui est la première chose que l'on constate, avec des travaux qui, visuellement, marquent, puisque avoir vu disparaître les barrières, c'était déjà un premier élément, mais voir partir la couche de surface et les éléments chasse-roue sur les côtés, les trottoirs, évidemment que ça secoue un peu. Ce chantier, il est dans les délais que nous avions indiqués, toujours encadré dans un délai de 5 mois comme nous l'avions indiqué. Je mets quand même une petite prudence que j'évoque devant vous. Il y a un régime hydraulique qui est particulièrement élevé cette année. Il a plu beaucoup, il a neigé beaucoup. Alors on a tous été très heureux qu'il neige beaucoup cet hiver. Il y a un moment donné où tout ça fond. Et il se trouve que la pointe de notre régime des eaux va être atteint d'ici une quinzaine de jours. Donc nous sommes dans un temps utile qui nous permet de faire beaucoup de choses maintenant, mais il faut qu'on puisse les faire maintenant et ne pas perdre de temps maintenant pour ne pas être ennuyé ensuite. On est sur des cotes qui voisinent d'ailleurs les cotes d'alerte sur les régimes des eaux estimés pour l'année 2018. Et vous aurez remarqué, pour ceux qui se sont intéressés à la question, qu'il y avait d'ailleurs un arbre en travers ce matin, coincé dans la pile, objet du délit. Voilà. Donc on poursuit cette affaire. Il y a eu le relogement, comme vous l'avez vu, d'une entreprise sur la place des Victoires. Ça donne satisfaction. Je suis allé au contact encore aujourd'hui. Évidemment, on constate que c'est pas comme quand on est dans son installation habituelle, mais en tous les cas, les choses ont été mises en œuvre. On continue d'adapter les aspects de signalétique. Il y aura d'ici une dizaine de jours un volet patrimonial qui sera installé sur les vitrines de l'établissement Favre, où on va reprendre l'histoire du lieu et l'histoire des ouvrages de franchissement à cet endroit. Et évidemment, quelques éléments aussi sur l'ouvrage qui va être réalisé. J'en profite pour remercier le Centre culturel et Jean-Charles qui ont fourni les éléments qui seront présentés sur ces, je crois, 5 ou 6 pièces qui vont venir couvrir les vitrines. Du coup, on fait une double opération à cette occasion. De la même manière, on a des bâches qui vont venir couvrir les barrières ERAS, les barrières qui ont été installées, ce qui permet tout à la fois d'enfermer un peu plus le chantier, mais aussi d'apporter une certaine limitation de la nuisance sur les poussières, et enfin d'apporter quelques informations, puisque certaines seront colorées et juste colorées, et d'autres de ces bâches porteront des informations, parce qu'il faut toujours rappeler que le cœur de Moutier continue d'être en activité, l'activité de service et de commerce reste complètement active. Et il faut plutôt que nous incitions les visiteurs à venir voir ce chantier, qui est quand même un chantier particulier, et en tous les cas dans le département, qui est le chantier du département pour l'année 2018, et profiter de l'ensemble des activités et commerces de notre ville, plutôt que de leur laisser entendre que les conditions seraient tellement difficiles qu'il faudrait s'en affranchir, ce qui serait évidemment la plus grosse des bêtises dont personne ici, évidemment, ne peut être responsable autour de la table. Voilà, et puis dernière information, je m'en arrêterai là. Nous avons, Philippe Mosca, les éléments du PLU qui nous sont revenus avec les avis du commissaire enquêteur, et je crois, Philippe, sans être trop ambitieux, qu'on doit être en capacité à notre prochain conseil municipal d'aller vers une approbation de notre plan local d'urbanisme. Et si je vous dis qu'on va vers une approbation, vous avez compris entre les lignes que le rapport du commissaire enquêteur est favorable à la démarche qui a été menée et aux propositions qui sont faites. Voilà, je vous remercie. Bernard ? Est-ce que je peux apporter quelques questions diverses ? Quelques ? Ouais, enfin bon, pas beaucoup. Concernant le street art, très bien, hein, l'écho est très favorable, même si on peut, disons, discuter de telle ou telle œuvre, chacun peut avoir des avis dessus. C'est fait pour. C'est un événement qui est très positif pour la ville de Moutier. Je vais vous faire écho de quelqu'un qui m'a rapporté
qui lui semblerait intéressant, et puis du coup j'adhère à cette idée, qu'il y ait dans la logique et dans la continuité du street art professionnel, qu'il y ait peut-être un espace qui soit proposé aux jeunes, par exemple, pour une expression libre. Pour une expression libre. On répond point par point, alors si vous... Ça m'évitera d'oublier. Je vous réponds parce qu'en plus, là, les choses sont très claires. Il y a un espace qui est prévu pour ça. Il a été aujourd'hui cannibalisé dans le cadre du festival. On a retravaillé sur le sujet aujourd'hui, sur le sujet du street art dans son ensemble. Et cet espace va être rendu dans les jours qui viennent, puisqu'il est dans le faubourg, sur le bâtiment dont nous sommes propriétaires. C'est ce qui reste du garage Martinet. L'espace d'expression libre se trouve à cet endroit. Je l'appelle espace d'expression libre. Mais c'est l'espace qui est dédié pour les jeunes, en réalité, puisqu'il y a un travail qui est initié et qu'il faut maintenant développer avec les plus jeunes, et notamment avec le collège, où il y a eu depuis en tous les cas depuis fin septembre, une démarche qui lie Éternel Crapule et le collège, et qui donc sera maintenant réellement mise en œuvre. Et il y aura des signaux, c'est ce que j'ai rappelé ce midi, il y aura des signaux avant la fin de l'année scolaire, évidemment, dans ce sens. Bon, ma deuxième question, elle est liée un petit peu à la politique internationale, à ce qui se passe dans le monde, et notamment en territoire palestinien. Et je vous soumets une idée. Pourquoi pas imaginer que Moutier soit jumelé avec une ville de ce territoire, disons justement pour montrer notre inquiétude et notre sympathie à l'égard des peuples de cette région. Alors, plusieurs choses, et à froid, j'ai envie de dire. Moi, j'ai pas d'opposition de principe, parce que par définition, j'aime tout le monde. Donc, j'ai pas d'opposition de principe. En revanche, on sait qu'on vit à Moutier avec des communautés, même si je me plais à dire qu'il n'y a qu'une communauté, c'est la communauté des Moutiérains, mais il y a quand même des ensembles qui composent la collectivité. Il y a des courants qui sont aussi différents, parfois même divergents, au sein de notre commune. On mène dans des actions qui nous appartiennent chacun un travail qui vise à un objectif commun d'apaisement, des pensées parfois un peu agitées, de fraternité, pour ne pas dire d'amitié entre les peuples. J'associe Daniel à ce que je dis. Et donc, fatalement, je mets un peu de prudence par rapport à tout ça. Donc, je dis une ouverture, mais je dis aussi une prudence, parce que je suis très attaché à ce que nous puissions préserver le plus longtemps possible ce qui fait parfois la singularité de Moutier. Voilà. Je le dis dans un jour particulier, premier jour du Ramadan. Voilà. Donc, sur cette commune, il se passe des choses particulières, fortes, importantes. On a des acquis qui sont parfois fragiles. Et je ne voudrais pas qu'on bouscule parfois des équilibres fragiles sur des soutiens légitimes, mais sur lesquels il convient d'être prudent. Voilà. Qu'on soit jumelé avec qui on veut, c'est pas un problème. Vous m'auriez dit une motion et vous l'avez pas dit par prudence, parce que je vous aurais renvoyé à la non-territorialité, du sujet. Mais voilà, ce que je dis est un propos que j'assume complètement, mais qui n'engage que moi. Je n'engage pas mon groupe ni le conseil municipal. Mais voilà en tous les cas ce que j'en pense. Je remercie votre réponse que j'estime ouverte. Parce qu'effectivement, lorsque nous avions proposé une motion, je crois que c'était au cours de l'été 2014, lors de précédents bombardements, enfin disons en tout cas actions très très dures de l'armée israélienne sur le territoire de Gaza, vous n'aviez pas accepté qu'on vote une motion au nom que nous n'avions pas de compétences en ce domaine. Par contre, sur le jumelage, nous avons des compétences. Je voudrais amener aussi un troisième sujet qui est un petit peu du même ordre. L'année dernière,
il y a eu un événement qui avait justifié de votre part une réunion extraordinaire du conseil municipal pour l'accueil de réfugiés. Ma question est de savoir si il était envisagé de renouveler l'opération, puisque je fais partie de ceux, des Moutirains, qui pensent que tout cela s'est plutôt très bien passé et que nous avons aussi, nous, notre part à donner à cette solidarité internationale qui est indispensable. Donc est-ce que vous envisagez de poursuivre cette action ? Alors, je veux bien qu'on précise que les deux sujets sont déconnectés, premièrement. Et tu veux intervenir, je te donne la parole juste après. L'accueil des migrants l'année dernière, il s'est fait dans un contexte international et national particulier et à la demande des services de l'État. On a répondu comme nous devions répondre aux attentes des services de l'État. Nous avons contribué en cela à ce qu'il y ait une forme de solidarité nationale et internationale. Et ça honore notre commune de l'avoir fait dans les conditions dans lesquelles cela a été fait. On a d'ailleurs accordé quelques semaines de plus. La question n'est pas là, mais je veux dire, tout cela s'est bien passé. Et je vous rejoins sur cette qualification. Ça s'est terminé pour les raisons que vous savez, puisque au moment où on l'a commencé, on savait quand ça se terminerait. Donc, à quelques semaines près, l'objectif a été respecté, et j'associe Aïcha à ma démarche de ce qu'elle suit du centre d'hébergement d'urgence. Est-ce qu'on va le reconduire ? En tous les cas, il n'y a pas de démarche aujourd'hui en ce sens. Il n'y a pas d'opposition, mais il n'y a pas de démarche initiée, parce que l'année dernière, nous étions dans une réponse à une sollicitation de l'État. Il se trouve que le contexte international a un peu évolué. Un peu. Le contexte national a en revanche beaucoup évolué sur cette question-là. Et donc il n'y a pas de sollicitation, de pression ou d'attente. On n'a pas la tension que nous avions l'année dernière sur cette question-là. Voilà, sur ces aspects-là. Ensuite, les bras ouverts qui ont été les nôtres, et qu'ils sont encore, parce que c'est aussi ce qui caractérise la commune de Moutier, ne sont pas refermés, mais je vois beaucoup d'intérêt à ce que toutes les communes puissent les ouvrir. Parce qu'il y a, et ça peut se faire chez les uns un temps et chez les autres un autre temps, etc., pour que quelque part on partage la manière de le faire. C'est important sur l'image, c'est important sur l'attractivité, c'est important sur l'engagement des élus qui rentrent dans cette démarche. Et je pense que c'est important pour ceux qui reçoivent, qu'ils soient d'accord ou pas, d'ailleurs, parce qu'il y a un chemin de pensée, il y a un chemin de communauté de vie qui se fait lorsqu'on accueille des migrants sur son territoire. J'ai eu l'occasion de m'exprimer à plusieurs reprises sur le sujet, dans un média d'ailleurs encore tout dernièrement, je ne sais plus qui, mais enfin bon bref, c'est un sujet sur lequel il faut traiter avec ouverture, partage au sens où d'autres peuvent aussi le faire, et parfois prudence, parce que évidemment ça n'est ni le lieu ni le moment d'exprimer ça ici. Et d'ailleurs, je me garderai bien de l'aborder parce que c'est des choses qu'il faut vivre soi-même. Mais quand on est maire d'une commune qui reçoit des populations à l'image de ces migrants, on reçoit beaucoup de messages positifs. On en reçoit quelques-uns qui sont particulièrement teintés. Voilà. Donc c'est pour ça que je mets cette forme de prudence dans la réponse que je vous accorde. Tu voulais intervenir ? Non. Sur la précédente, l'intervention numéro 2 à propos de Gaza, moi j'adhère complètement aux propos du maire sur cette question-là, et notamment sur la question des équilibres dans une commune.
et particulièrement comme une commune comme Moutier, qui est une commune particulière en Savoie, vous le savez, vous y vivez comme moi. Il faut, comme tous les équilibres, veiller à ce que rien ne fasse précipiter, en chimie on dit, les choses. Même si sur Gaza, on ne doit pas être loin de partager la même position, Bernard. C'est-à-dire que c'est un sujet très complexe. Je dis souvent, c'est un sujet gigogne. C'est comme les poupées. Il y a la question de Trump qui déménage l'ambassade. Il y a la question de la création de l'État d'Israël avec son 70e anniversaire, et donc de l'expulsion le lendemain, donc la Nakba comme ils parlent, comme disent les Palestiniens. Il y a beaucoup de questions derrière tout ça. Il y a la question de Gaza, la situation concentrationnaire, parce que c'est le terme, de Gaza. Il y a la question du Hamas, qui pour le coup est une organisation terroriste et qui gouverne à Gaza. Enfin, il y a beaucoup de questions que peut d'ailleurs... il faut prendre soin de bien traiter tous les débats et toutes les questions. Voilà, avant de s'enflammer. Et l'objectif, justement, c'est de faire en sorte que ce débat se déroule de manière apaisée. Et c'est-à-dire qu'on a une population juive qui s'est installée sur cette terre à la suite d'actes qui se sont passés en Europe, à la suite de la guerre 39-45, d'actes ignobles, et qui se sont installés là-bas. On a une population qui était installée là-bas et qui, aujourd'hui, a été sommée de partir. D'accord. Mais c'est leur histoire. On ne doit pas être insensible à ce qui s'y passe. Et ce qui se passe aujourd'hui est terrible et effroyable. On a des enfants, des femmes et des hommes qui meurent comme ça. Voilà. Bon. On ne doit pas être insensible à ça, mais on est autour de la table du conseil municipal de Moutier. Voilà. Avec, je le rappelle, des questions, avec un intérêt local qui doit primer dans chacune de nos délibérations. Et voilà, on a le droit d'avoir des émotions, on a le droit de les exprimer, néanmoins, autour de cette table, on va parler de Moutier. Est-ce qu'on a épuisé les questions auxquelles je me suis volontairement prêté ? Écoutez, je vous remercie tous. Je vous rappelle simplement mon dernier courrier électronique à l'ensemble de l'Assemblée. Sujet important sur la Chaudane, sur lequel je souhaite qu'on puisse travailler en amont, ne pas passer à côté des éventuelles opportunités, je reste prudent. Et donc, ces deux rendez-vous que je vous propose, le 23 mai et le 4 juin, à des horaires d'ailleurs différents, 19h30 pour le 23 et 19h pour le 4. Voilà. Je vous remercie, bonne soirée.